Le vent dans les saules de Kenneth Grahame, chapitre 3, Le bois sauvage, lecture par Christophe Tabar. Il y avait longtemps que Taupe désirait faire la connaissance de Blaireau. Celui-ci, tout en ne se montrant que rarement, semblait être à tout point de vue un important personnage et exercer une influence occulte que tout le monde ressentait dans le voisinage. Mais chaque fois que Taupe exprimait ce désir, Raton éludait la question. « Très bien, disait-il. Blaireau viendra par ici un jour ou l'autre. Il ne cesse de circuler, et je te présenterai. C'est le meilleur des garçons, mais il faut le prendre non seulement comme on le trouve, mais quand on le trouve. Ne pourrais-tu pas l'inviter ici, à dîner, quelque chose comme ça, dit Taupe. Il ne viendrait pas, répondit Rat très simplement. Blaireau a horreur du monde, des invitations, des dîners, de ce genre de choses. Bon, mais alors, si nous allions le voir, suggéra Taupe. Oh, je suis sûr qu'il n'aimerait pas ça du tout, dit le Rat, très inquiet. Il est tellement timide qu'il en serait certainement vexé. Moi qui le connais bien, je ne me suis jamais hasardé à aller chez lui. En outre, nous ne le pouvons pas. C'est tout à fait hors de question, pour la bonne raison qu'il habite au beau milieu du bois sauvage. Admettons, dit Taupe. Mais tu m'as dit que le bois sauvage était un endroit très bien, n'est-ce pas? Oui, je sais, c'est exact, répondit Raton évasif. Cependant, je pense que nous ne devons pas y aller en ce moment. Pas encore, c'est loin. De toute façon, à cette époque de l'année, il ne serait pas chez lui. Il viendra sûrement un de ces jours, si tu veux bien avoir la patience d'attendre. Taupe devait se contenter de cette explication, mais Blaireau ne se montrait toujours pas. Chaque jour apportait ses distractions. L'été avait pris fin depuis longtemps. Le froid, la gelée, la boue les retenaient à la maison. La rivière roulait ses flots grossis à une vitesse interdisant toute navigation. Les pensées de Taupe revenaient alors avec plus d'insistance sur Blaireau gris qui vivait en solitaire dans sa tanière au sein du bois sauvage. Pendant l'hiver, Rat dormait beaucoup. Il se couchait tôt et se levait tard. Pendant ces journées très courtes, il griffonnait quelques poésies et accomplissait de menus travaux domestiques. Il y avait toujours, bien entendu, des animaux pour venir faire un brin de causette. On se racontait des histoires, on confrontait ses impressions sur l'été qui venait de prendre fin, et sur tout ce qu'on avait fait. Quel chapitre riche en détails de toutes sortes quand on avait l'occasion d'y revenir. Illustré de tant d'images aux vifs coloris. Le long de la rivière, cela n'avait cessé d'être un spectacle grandiose, une série de tableaux se succédant avec majesté. Les lysimaques pourpres apparaissaient les premières, avec leurs mèches en désordre entourant le miroir dans lequel elles se reflétaient, où elles voyaient leur image souriante. L'épilobe, tendre et pensif, comme un nuage rosi par le soleil couchant, ne tardait pas à suivre. Les bugles rampantes faisaient éclater leurs corolles pourpres et blanches pour venir, la main dans la main, prendre place dans le cortège. Finalement, un beau matin, l'églantine, qui, méfiante, s'était attardée, entrait en scène avec précaution. On savait alors, comme si des instruments à cordes l'avaient annoncé par des arpèges imposants préludant à une gavotte, que juin avait fini par arriver. Il y avait quelqu'un qui se faisait encore attendre, le berger venant faire sa cour aux nymphes, le seigneur dont les dames à leurs fenêtres guettent la venue, le prince chargé de donner à l'été ensommeillé le baiser qui le ramènera à la vie. Mais quand la spirée joyeuse et odorante dans son juste au corps couleur d'ambre vient avec grâce prendre sa place dans le groupe, alors la pièce peut commencer. Et quelle pièce! Les animaux somnolents, bien au chaud dans leurs trous tandis que le vent et la pluie viennent battre leurs portes, se remémorent ces matinées toujours présentes à leur esprit, quand, 1 heure avant le lever du soleil, une brume blanchâtre recouvre encore la surface de l'eau. Vient alors le frisson du premier plongeon, le vagabondage le long des rives, la radieuse transformation de la terre, de l'air et de l'eau dès que le soleil apparaît de nouveau. La grisaille se dore, les couleurs renaissent et surgissent une fois de plus de la terre. Il se rappelle la sieste paresseuse au milieu d'une journée chaude, au fond d'un épais fourré que le soleil traverse de ses flèches d'or en faisant des taches lumineuses. Le canotage, le bain de l'après-midi, les promenades dans les chemins poussiéreux et à travers les champs de blé, les longues soirées fraîches où se dévide le fil de tant de récits,
où tant d'amitiés se nouent, où tant de projets d'escapade s'établissent pour le lendemain. Il y avait énormément de sujets de conversation pendant ces courtes journées d'hiver où les animaux étaient réunis autour du feu. Taupe avait cependant encore pas mal de temps libre, si bien qu'un certain après-midi, pendant que Rat dans son fauteuil devant l'âtre, tantôt sommeillait, tantôt essayait d'aligner des vers qui ne voulaient pas rimer, il prit la résolution d'aller explorer tout seul le bois sauvage et peut-être de lier connaissance avec Monsieur Blaireau. C'était un après-midi très froid. Le ciel était couleur d'acier. Il sortit furtivement du salon bien chauffé et se trouva plongé dans un air glacé. La campagne était nue, et il n'y avait plus une seule feuille aux arbres. Taupe se disait qu'il n'avait jamais pénétré dans l'intimité des choses aussi profondément que par cette journée d'hiver, alors que la nature était profondément endormie et semblait avoir rejeté ses vêtements. Les taillis, les vallons, les carrières, tous ces endroits cachés qui, à la saison des feuilles, étaient des buts d'exploration mystérieuse, exposaient à présent au grand jour leur intimité et leurs secrets, semblaient demander à montrer pour un instant leur pauvreté dénudée, jusqu'au moment où ils pourraient à nouveau se livrer sans frein à la mascarade générale, le séduire par les mêmes illusions qu'au cours de l'été précédent. C'était pitoyable d'une certaine façon, et cependant réconfortant, presque vivifiant même. Il était heureux d'aimer la campagne sans après, dure, ayant déposé toute parure. Il ne voyait que son squelette qu'il trouvait beau, solide, dépouillé. Il n'avait pas besoin de l'ornement des trèfles et du jeu des herbes folles. Le rideau des haies vives, la draperie ondulante des hêtres et des ormes ne lui manquaient pas. Et c'est dans des dispositions très joyeuses qu'il se dirigea vers le bois sauvage qui s'étendait devant lui, menaçant comme un récif sombre au milieu d'une mer du Sud. Au premier abord, il n'y avait rien qui pût l'alarmer. Les branchages craquaient sous ses pas, des souches le faisaient trébucher, des champignons croissant sur des racines lui faisaient penser à des caricatures et le frappèrent par leur ressemblance avec quelque chose de familier mais d'éloigné de sa pensée. Mais tout cela était amusant et excitant. Il continuait d'avancer et pénétra ainsi dans une région où la lumière se faisait plus rare, où les troncs d'arbres étaient de plus en plus rapprochés, où, de chaque côté, des trous bâillaient comme des bouches affreuses. Tout était très calme. Le crépuscule approchait régulièrement, mais rapidement. Il le sentait tomber derrière et devant lui. La lumière se retirait, comme l'eau d'un fleuve en décrue. C'est alors que les visages apparurent. C'est par-dessus son épaule, et d'une manière indistincte qu'il vit le premier visage. Un petit visage triangulaire de démon, qui le regardait retranché dans un trou. Quand il se retourna pour le regarder en face, la chose avait disparu. Il hâta le pas en se disant avec un reste de bonne humeur qu'il ne fallait pas se laisser aller à son imagination, ou alors il n'y avait pas de raison pour que cela finît. Il passa devant un autre trou, puis un autre, puis encore un autre. Et alors, oui, non, oui, certainement un visage étroit, au regard dur, avait jailli un instant d'un trou pour disparaître aussitôt après. Il hésita, fit un effort sur lui-même, et avança. Puis soudain, chaque trou, proche ou éloigné, et il y en avait des centaines, eut l'air d'avoir son visage, apparaissant et disparaissant rapidement, et tous le fixaient en lui lançant des regards malicieux et haineux. C'étaient tous des yeux perçants et diaboliques. S'il avait pu seulement dépasser les rangées de trous, se disait-il, il n'aurait plus vu ces figures. Il quitta le sentier et plongea dans les profondeurs de la forêt où aucun chemin n'était frayé. C'est alors que le sifflement commença. Quand Taupe l'entendit pour la première fois, ce sifflement était très faible et très aigu, mais le fit tout de même se précipiter en avant. Alors, tout en restant aussi faible et aigu, il se produisit loin devant lui, le fit hésiter en lui donnant envie de s'en retourner. Tandis que Taupe s'était arrêté, indécis, le sifflement reprit de chaque côté et bientôt parut s'étendre à toute la longueur du bois jusqu'à ses limites extrêmes. Ils étaient dressés, alertes, tout près, quels qu'ils fussent. Lui était tout seul, sans armes, loin de tout secours, et la nuit tombait. Ce fut alors le début des bruits de pas. Il crut d'abord à la chute de feuilles, tellement ce bruit était léger et délicat. Alors celui-ci s'amplifia, prit un rythme régulier.
Il ne pouvait provenir d'autre chose que de petits pieds, encore lointains. Était-ce devant ou derrière Taupe? Celui-ci crut à la première hypothèse, puis à la seconde. Il s'imagina ensuite qu'elles étaient vraies toutes les deux. Ces bruits se gonflaient, se multipliaient. À un moment donné, Taupe, qui ne cessait de prêter l'oreille avec anxiété, crut qu'ils provenaient de toutes les directions, qu'ils déviaient dans un sens ou dans l'autre, se rapprochaient, arrivaient sur lui. Il restait sans bouger, à écouter, quand un lapin sortant d'entre les arbres fonça dans sa direction à toute vitesse. Il attendit, croyant que l'autre allait ralentir son allure ou s'écarter. Non, l'animal le frôla, presque en passant. Il regarda Taupe d'un œil dur et sévère, et murmura « Va-t'en d'ici, espèce d'idiot, va-t'en !» Le lapin contourna une souche et disparut dans un terrier ami. Le bruit de pas s'intensifia au point de ressembler à celui qu'aurait fait de la grêle qui se serait mise à tomber soudain sur le tapis de feuilles mortes. À présent, c'était le bois tout entier qui semblait courir, très fort, poursuivre et cerner quelque chose, ou quelqu'un. Pris de panique, Taupe se mit à courir à son tour, sans but. Il ne savait dans quelle direction. Il courait à la rencontre de choses. Il tombait sur des choses, dans des choses. Il fonçait sous des choses. Il en esquivait d'autres. Finalement, il se réfugia dans le creux sombre et profond d'un vieux être qui lui offrait un abri, une cachette, peut-être même la sécurité, mais qui aurait pu le dire? De toute façon, il était trop fatigué pour courir plus avant, et il pouvait seulement se blottir sous les feuilles mortes qui s'étaient accumulées dans le creux de l'arbre, et espérer qu'il se trouvait pour le moment en sécurité. Tandis qu'il gisait ainsi, tremblant, pantelant, écoutant les sifflements et les bruits de pas, il connut dans toute son ampleur cette chose terrible que les autres habitants des champs et des haies avaient trouvée en ces lieux et rencontrée au moment le plus sombre. Cette chose contre laquelle Rat avait vainement essayé de le mettre en garde, la terreur du bois sauvage. Pendant ce temps, Raton, bien au chaud et à son aise, somnolait au coin du feu. La feuille de papier sur laquelle étaient écrits ces vers inachevés glissa de ses genoux, sa tête retomba en arrière, sa bouche s'entr'ouvrit. Il se promenait sur les bords verdoyants de la rivière des rêves. Alors un morceau de charbon glissa. Le feu émit un craquement, envoya un jet de flamme et le réveilla en sursaut. Se rappelant à quoi il était occupé, il reprit ses vers tombés sur le sol, s'y plongea à nouveau pendant 1 minute, puis jeta un coup d'œil autour de lui pour chercher Taupe et lui demander s'il n'avait pas une bonne rime à lui proposer, ou quelque chose comme cela. Mais Taupe n'était pas là. Il prêta l'oreille, la maison était silencieuse. Il appela « Taupe » à plusieurs reprises. N'obtenant aucune réponse, il se leva et alla dans l'antichambre. La casquette de Taupe n'était pas accrochée à sa patère habituelle. Ses galoches, qui se trouvaient toujours à côté du porte-parapluie, avaient également disparu. Raton sortit et examina attentivement la boue recouvrant le sol devant la maison, dans l'espoir d'y trouver les empreintes de son ami. Elles y étaient, à coup sûr. Les galoches étaient neuves, il venait de les acheter pour l'hiver. Les petites aspérités qui se trouvaient sur la semelle étaient encore intactes, pointues. Il put en voir les empreintes dans la boue, et elles s'éloignaient, tout droit, vers le bois sauvage. Rat prit un air grave et resta plongé dans ses pensées pendant 1 ou 2 minutes. Alors il rentra dans la maison, se ceignit d'un ceinturon, y glissa une paire de pistolets, saisit un gourdin massif qui se trouvait dans un coin du vestibule, et partit pour le bois sauvage d'un bon pas. On n'était pas loin du crépuscule quand il atteignit la lisière des arbres, et il plongea sans hésiter dans le bois, regardant avec inquiétude de chaque côté, dans l'espoir de découvrir une trace du passage de son ami. De ci, de là, des petites figures méchantes surgirent des trous, mais à la vue du courageux animal, de ses pistolets, de son gourdin redoutable qu'il tenait solidement, elles disparurent. Le sifflement et le bruit de pas, qu'il avait nettement entendus à son arrivée, s'atténuèrent pour finir par disparaître complètement. Tout redevint calme. Il avança courageusement à travers le bois jusqu'à son extrémité la plus éloignée. Alors, abandonnant les sentiers, il pénétra dans les fourrés, explorant méthodiquement chaque pouce de terrain et sans cesser d'appeler sur un ton réconfortant. « Taupe! 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 Où es-tu? C'est moi, ton vieil ami Raton. » Il avait battu patiemment le bois pendant au moins 1 heure, quand, à sa grande joie,
Il entendit un petit cri lui répondre. Il se guida d'après le son et s'avança à travers l'obscurité qui s'épaississait jusqu'au pied d'un vieux hêtre où il y avait un trou, et il en entendit sortir une voix faible qui disait « Raton, c'est vraiment toi ?» Rat se précipita dans le trou et trouva Taupe, épuisé et encore tremblant. « Oh, Raton !» s'écria Taupe, « j'ai eu tellement peur, tu ne peux pas savoir. »« Oh, je comprends très bien, » dit Rat sur un ton apaisant. « Tu n'aurais pas dû t'en aller ainsi, Taupe. J'avais fait de mon mieux pour t'en détourner. Nous, les riverains, nous venons très rarement seuls par ici. Quand il le faut, nous partons à deux au moins. Et ça se passe en général très bien. D'autre part, il y a quantité de choses qu'il faut savoir, que nous comprenons, mais pas toi, du moins pour l'instant. Je veux parler de mots de passe, de signes de reconnaissance, de paroles qui ont un pouvoir et un résultat, de plantes qu'on doit emporter dans sa poche, de vers que l'on doit réciter, de ruses et de trucs qu'il faut connaître. Tout cela est très simple quand on le sait, mais il faut l'apprendre enfant, si l'on ne veut pas se trouver plus tard dans l'embarras. Bien entendu, si l'on est un blaireau ou une loutre, c'est une autre affaire. Le brave monsieur Crapaud ne se soucierait sûrement pas de venir ici tout seul, n'est-ce pas? Demanda Taupe. Le vieux Crapaud, dit Rat en riant de bon cœur, il ne montrerait pas ici le bout de son nez sans être accompagné, même si on lui donnait un chapeau plein de guinées en or. Taupe était réconforté par le rire insouciant de Rat, comme par la vue de ses pistolets étincelants et de son bâton. Il cessa donc de trembler, commença à s'enhardir et à redevenir lui-même. Maintenant, dit alors Rat, nous devons nous ressaisir et aller d'une traite jusqu'à la maison pendant qu'il fait encore un peu jour. Ça ne paraît pas indiqué de passer la nuit ici, tu comprends? D'abord, il fait trop froid. Cher raton, dit le pauvre Taupe, je suis affreusement gêné de te dire cela, mais je suis absolument rompu. Il faut que tu me laisses me reposer un peu, reprendre des forces si je dois rentrer à la maison. Très bien, dit Rat, qui avait bon caractère. Il fait déjà assez sombre de toute façon, il y aura un peu de lune plus tard. Taupe s'installa donc confortablement dans les feuilles sèches, s'étira et ne tarda pas à s'endormir, mais d'un sommeil agité et fréquemment interrompu, tandis que le Rat le couvrait de son mieux et attendait patiemment, un pistolet dans la patte. Lorsque Taupe finit par s'éveiller, parfaitement reposé et ayant recouvré ses esprits, « Bon, dit Rat, je vais juste jeter un coup d'œil au dehors pour voir si tout est calme et ensuite nous pourrons vraiment partir. » Il alla jusqu'à l'entrée de leur retraite et passa la tête au dehors. Taupe l'entendit alors dire à part, sans s'affoler, « Eh bien, il ne manquait plus que cela. »« Qu'y a-t-il, Raton ?» demanda Taupe. « La neige, » dit Rat. « Ça tombe fort. » Taupe vint se serrer près de lui et vit alors que l'aspect du bois, qu'il avait tellement effrayé, avait changé du tout au tout. Les trous, les creux, les mares, les traquenards, toutes les sombres menaces qui surgissaient sous les pas du voyageur étaient en train de disparaître rapidement. Un tapis scintillant de féerie s'étendait progressivement sur toute chose. Un tapis qui semblait trop fragile pour être foulé par des pieds chaussés grossièrement. Une poussière fine emplissait l'air, vous caressait la joue en vous faisant picoter la peau. Les troncs noirs des arbres semblaient éclairés par en dessous. « Rien à faire à cela, dit Rat après un instant de réflexion. Nous devons partir et courir notre chance. Le plus grave, c'est que je ne sais pas exactement où nous nous trouvons. Et maintenant, il y a cette neige qui change l'aspect de toute chose. » C'était exact. Taupe n'aurait jamais cru se trouver dans le même bois qu'auparavant. Ils partirent cependant avec courage et prirent la direction qui leur semblait la meilleure. Ils se tenaient près l'un de l'autre et prétendaient, avec une invincible bonne humeur, reconnaître un vieil ami dans chaque nouvel arbre qui les regardait passer en les saluant silencieusement, et voir des ouvertures, des trouées ou des sentiers dans cette étendue uniformément blanche coupée seulement de troncs d'arbres noirs. 1 ou 2 heures plus tard, ils avaient perdu toute notion du temps, découragés, éreintés, complètement perdus, ils s'arrêtèrent et s'assirent sur un arbre abattu pour reprendre haleine et envisager ce qu'il convenait de faire. Tous leurs membres leur faisaient mal, ils s'étaient blessés en tombant dans des trous, ils en étaient ressortis transpercés. La neige était à présent si épaisse qu'ils avaient de la peine à en dégager leurs petites pattes.
Les arbres étaient de plus en plus serrés et semblables les uns aux autres. Ce bois semblait être sans fin, sans entrée, sans rien pour se repérer, et, ce qu'il y avait de pire, sans sortie. On ne peut pas rester assis bien longtemps, dira. Nous allons être obligés de tenter quelque chose. Il fait trop froid et la couche de neige sera bientôt si épaisse que nous ne pourrons plus du tout circuler. Il regarda autour d'eux et continua. Écoute, il me vient une idée. Il y a un peu plus loin devant nous une sorte de vallon où le sol me paraît couvert de tertres et de monticules. Nous allons aller jusque-là et essayer de trouver un abri quelconque. Un trou où le sol soit sec, à l'abri de la neige et du vent, et nous nous reposerons bien avant de faire un nouvel essai, car nous sommes rompus tous les deux. D'autre part, il est possible que la neige cesse et qu'il se produise quelque chose. Ils se remirent donc sur pied une fois de plus, et firent tous leurs efforts pour parvenir à ce vallon où ils recherchèrent activement un terrier ou un coin sec, à l'abri du vent glacé et des tourbillons de neige. Ils étaient en train d'explorer l'un de ces tertres dont Rat avait parlé, quand soudain, Taupe trébucha et tomba à la tête la première en poussant un cri perçant. « Oh, ma jambe! Ma pauvre jambe !» hurlait-il en pleurant. Il s'assit dans la neige et se mit à masser sa jambe à l'aide de ses deux pattes de devant. « Pauvre vieux Taupe, dit Rat avec bonté. Tu n'as pas l'air d'avoir beaucoup de chance aujourd'hui, ne trouves-tu pas? Regardons cette jambe. » Il s'agenouilla pour mieux voir. « C'est cela, tu t'es sûrement fait une entaille. Attends, je prends mon mouchoir et je te bande la jambe. » « J'ai dû glisser sur une branche ou une souche cachée par la neige, dit Taupe sur un ton lamentable. Oh, mon Dieu, mon Dieu! La coupure est très nette, dit Rat en l'examinant attentivement. Elle n'a pas pu être faite par une branche ou une souche. On dirait que tu as été blessé par un objet en métal et tranchant. Curieux. Il réfléchit un instant et examina les accidents de terrain dont ils étaient environnés. Bon. T'occupe pas de ce qui sait-il qu'il a fait, dit Taupe, à qui la douleur faisait oublier tout principe grammatical. Ça me fait mal pareil, que ce soit une chose ou l'autre qui l'ait fait. Mais Rat, après l'avoir soigneusement pansé avec son mouchoir, s'était éloigné et était en train de gratter dans la neige. Il était à quatre pattes, très occupé à fouiller, pendant que Taupe lui disait par moments avec impatience « Viens donc, raton !» Soudain celui-ci s'écria « Hurrah! Hurrah !» en esquissant une gigue endiablée sur la neige. « Qu'est-ce que tu as trouvé, raton ?» demanda Taupe, sans cesser de se masser la jambe. « Viens voir, dit Rat aux anges, en continuant de danser. » Taupe monta sur le tertre et regarda attentivement. « Eh bien, finit-il par dire lentement, je vois très bien. C'est exactement ce que nous avons déjà vu des tas de fois. Spectacle familier, je peux dire. Un gratte-pied qu'on met devant une porte d'entrée. Bon. Et puis après, pourquoi danser la gigue autour d'un gratte-pied? Mais tu ne vois donc pas ce que ça signifie, animal obtus, s'écria Rat avec impatience. Bien sûr, je vois ce que ça signifie, répliqua Taupe. Simplement que quelqu'un de très négligent et de très étourdi a laissé son gratte-pied au beau milieu du bois sauvage, juste à l'endroit choisi pour faire tomber tout le monde. Quelle étourderie! Quand je serai rentré à la maison, j'irai me plaindre, si quelqu'un, je ne sais pas qui. Tu verras si j'y vais. Oh mon Dieu, s'écria Rat, désespéré de tant de bêtises. Cesse de discuter et viens gratter. Il se mit au travail en faisant voler la neige dans toutes les directions. Après de nouveaux efforts, son acharnement fut récompensé. Un tapis-brosse très crasseux apparut à leurs yeux. Et ça ne te dit rien? S'exclama Rat triomphant. Absolument rien, jusqu'à présent, répondit Taupe en toute sincérité. Eh bien, poursuivit-il, tu parais avoir trouvé un nouveau rebut domestique, destiné à être jeté à la poubelle, et je suppose que tu es tout à fait heureux. Continuons donc et danse ta gigue autour de ce que tu as trouvé. Après cela, peut-être pourrons-nous partir sans perdre plus de temps à fouiller dans les ordures. Est-ce qu'on peut manger un tapis-brosse? Ou bien peut-on dormir sur un tapis-brosse? Pouvons-nous l'utiliser comme traîneau pour rentrer chez nous en glissant sur la neige, espèce de rongeur exaspérant? Est-ce que tu veux dire, s'écria Rat au comble de l'excitation, que ce tapis-brosse ne te dit rien?
Vraiment, Raton, dit Taupe maussade, je trouve que nous avons assez dit de folie. Où as-tu vu qu'un tapis-brosse pouvait dire quelque chose? Ce n'est pas du tout le genre d'un tapis-brosse. Les tapis-brosses savent se tenir à leur place. Regarde ici, animal à tête dure, répliqua Rat, qui était à présent très monté. Cela a assez duré. Plus un mot. Tu dois seulement gratter, fouiller, creuser, fouiner partout, spécialement sur les versants des tertres, si tu tiens à dormir cette nuit dans un lieu sec et chaud. C'est notre dernière chance. Rat attaqua avec ardeur la neige accumulée près d'eux, en commençant par sonder avec son gourdin et en creusant ensuite furieusement. Taupe grattait aussi assidûment, plutôt pour faire plaisir à Raton, car à son avis, son ami commençait à perdre la tête. Après 10 minutes environ de travail acharné, l'extrémité du gourdin de Raton frappa quelque chose qui sonnait creux. Il travailla jusqu'au moment où il put passer une patte et tâter. Alors il appela Taupe pour qu'il vînt l'aider. Les deux animaux s'attelèrent à la tâche avec acharnement jusqu'à ce que le résultat de leurs efforts apparût à la vue de Taupe, étonné et toujours incrédule. Sur le flanc de ce qui leur avait paru être un amoncellement de neige se trouvait une petite porte à l'aspect massif. Peint en vert foncé, il y avait sur le côté un cordon de sonnette en fer et au-dessous une petite plaque de cuivre sur laquelle était gravée en lettres capitales l'inscription suivante qu'ils purent déchiffrer avec l'aide du clair de lune. Monsieur Blaireau. Taupe tomba en arrière dans la neige sous l'effet de la surprise et de sa profonde satisfaction. Raton, s'écria-t-il tout penaud, tu es une merveille, une véritable merveille, voilà ce que tu es. Je comprends tout désormais. Tu as tout déduit point par point grâce à ta sagesse, depuis l'instant où je suis tombé en me blessant la jambe. Tu as examiné la blessure et ton cerveau puissant a dit tout de suite « gratte-pied ». Alors tu t'es mis à rechercher le gratte-pied responsable. Est-ce que tu t'en es tenu à cela? Non. D'autres auraient pu s'en contenter, mais toi, non. Ton intelligence était toujours au travail. Que je trouve seulement un tapis-brosse, voilà ce que tu t'es dit, et j'ai la preuve de l'exactitude de ma théorie. Et bien entendu, tu as trouvé le tapis-brosse. Tu es tellement intelligent, je te crois capable de trouver n'importe quoi. Dans ces conditions, as-tu dit, cette porte existe aussi vrai que si je la voyais en ce moment. Il ne reste plus qu'à la découvrir. Eh bien, j'ai lu ce genre d'histoire dans les livres, mais je n'en avais jamais fait l'expérience dans la vie courante. Tu devrais aller en un lieu où tes qualités seraient pleinement appréciées. Ici, parmi nous, tu perds ton temps. Si seulement j'avais ton cerveau, Raton. Mais tu ne l'as pas, dit l'autre, en l'interrompant avec brusquerie. Je pense que tu vas rester là toute la nuit, assis dans la neige, à bavarder. Lève-toi sur le champ, et pends-toi à cette sonnette que tu vois ici. Vas-y fort, aussi fort que tu peux, pendant que de mon côté je frappe. Tandis que Rat s'attaquait à la porte avec sa canne, Taupe tirait de toutes ses forces sur la sonnette. Ses pieds avaient quitté le sol, il s'agitait en tous sens. À une grande distance, on entendait une cloche, au son grave, retentir faiblement.